Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Donc je suis Didier Fraisse de Route2Business et je suis donc accompagné par Yacine Zakaria de SmartView pour ce webinaire. D'ailleurs, c'est lui qui va parler le plus longtemps. Juste avant de commencer et de vous présenter le programme que l'on vous propose aujourd'hui, je voudrais que vous validiez que le son est correct. Est-ce que quelqu'un peut utiliser la fenêtre de chat ou de questions pour me dire et pour me confirmer que vous nous entendez bien? Super. Donc merci beaucoup et puis donc on va y aller. Alors je fais le partage d'écran. Voilà, je me mets en mode présentation. Si vous avez des questions pendant le webinaire, posez-les donc au travers donc de la fenêtre de questions. On y répondra donc à la fin du webinaire. L'objectif de ce webinaire, donc destiné aux éditeurs de logiciels, est de passer de la roadmap produit au sprint agile de façon smooth, on va dire. Et on va commencer ce webinaire donc par une introduction que je vais faire sur le rôle du product manager chez un éditeur de logiciels et sur la roadmap, sur le rôle de cette roadmap. Et puis, c'est Yacine qui prendra le relais pour faire un petit rappel agile très rapide et pour parler donc de cette liaison entre la roadmap et les sprints agiles, c'est-à-dire construire la roadmap produit en termes d'organisation et aussi en termes d'outils. Voilà. Et puis, bon, nous terminerons avec la séance de questions-réponses à la fin. Mais n'hésitez pas, d'ores et déjà, à poser vos questions dès que vous en avez, de façon à ne pas les oublier. Allons-y. Donc, le rôle du Product Marketing Manager, on l'a symbolisé sur ce schéma. Hein, le Product Manager, chez un éditeur de logiciels, est un peu celui qui garantit l'alignement des fonctions importantes chez un éditeur de logiciels. Donc, il est en charge de définir et de faire évoluer la proposition de valeur de l'offre, de définir l'offre au sens marketing mix, c'est-à-dire en prenant en compte l'ensemble des éléments d'un marketing mix, c'est-à-dire bien sûr les fonctionnalités, l'ergonomie de l'application, mais aussi tous les services qu'on doit proposer, mais également aussi la définition du route to market. Et puis, c'est à lui aussi de suivre et de constituer la roadmap. Et cette roadmap, donc ensuite, il va travailler avec les product owners, c'est-à-dire l'équipe de développement symbolisée par ma flèche verte, qui eux vont traduire ça donc en sprint agile avec un backlog et éventuellement aller jusqu'à des méthodes et process DevOps. Voilà le rôle du Product Marketing Manager. D'ailleurs, vous allez recevoir une enquête après ce slide pour arriver à comprendre. On vous pose une question sur est-ce que ce rôle est bien identifié dans votre entreprise, chez vous, et donc ça nous intéresse d'avoir vos réponses pour nous guider ensuite dans les services que l'on pourra vous proposer. Avant de donner la parole à Yacine, la roadmap produit. Une roadmap produit, ça se construit à partir de deux choses essentiellement, des demandes des clients utilisateurs de notre solution qui émettent des demandes sur lesquelles on va faire des choix. C'est-à-dire il va y avoir des demandes qui sont plutôt très spécifiques à un client et auquel cas ils ne vont pas aller dans le cadre de la roadmap mais être des développements spécifiques que l'on va faire ou que l'on va pas faire. Et puis, il y a des demandes qui sont beaucoup plus intéressantes pour les autres clients et à ce moment-là, donc, ce seront des demandes à intégrer dans notre roadmap selon la priorité qu'on va leur donner. Et puis, le deuxième input de la roadmap, c'est la recherche que l'éditeur va faire avec l'expertise métier qu'il possède, la veille qu'il met en place. Lui, l'éditeur a besoin de développer des fonctionnalités qui correspondent à ce qu'il pense être la demande ou la demande future du marché. Cette roadmap, elle est indispensable pour un positionnement éditeur de logiciels. C'est d'ailleurs cette roadmap qui fait la différence entre ce que c'est qu'une SS2I et un éditeur. Une SS2I, c'est quelqu'un
C'est une entreprise qui va s'adapter à un besoin particulier d'un client et qui va développer quelque chose par rapport à ce client. Alors qu'un éditeur, c'est quelqu'un qui a une expertise métier et qui va traduire cette expertise dans un logiciel aujourd'hui, mais également dans l'avenir, dans le futur. Et c'est cette roadmap qui montre et qui contribue à démontrer cette expertise métier qu'a l'éditeur et qu'a beaucoup moins une SS2I. Et donc, elle doit être tenue, cette roadmap, et c'est bien l'objet de notre webinaire d'aujourd'hui. Et juste avant de donner la parole à Yacine, il sera également nécessaire d'en démontrer son existence d'une part à ses clients, et là on la communique au travers d'un événement client que l'on peut avoir. On la communique de façon très pragmatique et factuelle. On travaille d'ailleurs avec eux sur la roadmap. Et puis il est nécessaire d'en démontrer aussi son existence au marché, c'est-à-dire à notre cible. Et là on le fait plutôt en montrant ce qu'on a fait par le passé. Par exemple, sur son site internet, c'est comment a évolué notre application dans le passé, et ça va convaincre ou ça va démontrer à notre marché, à notre cible, que nous travaillons et nous travaillons avec une roadmap, et nous avons une roadmap. Voilà, donc j'ai terminé mon introduction. L'important dans cette introduction, c'était de montrer l'importance de la roadmap et aussi de qui dans l'entreprise, chez un éditeur de logiciels, est responsable de cette roadmap. Et donc maintenant, je laisse la parole à Yacine qui va voir un peu cette mise en place concrète de la roadmap à l'intérieur de l'entretien de développement. Alors, tout d'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais commencer juste par un petit rappel assez rapide de ce que c'est que l'agile, grosso modo. Juste un petit parcours très rapide, par exemple pour la méthode Scrum. On commence par effectivement instancier les équipes. En l'occurrence, on parle de Product Owner qui s'occupe du métier, Scrum Master qui s'occupe de la méthode et les équipes qui vont bien entendu produire. De l'autre côté de l'échiquier, on aura ce qu'on appelle les stakeholders ou parties prenantes qui, eux, justement, vont avoir ce rôle de product management, c'est-à-dire ils vont définir la stratégie liée à un produit donné ou un ensemble de produits bien entendu, et bien sûr, ils vont venir de temps en temps pour avoir de la visibilité sur la conduite de cette roadmap, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans les temps, est-ce que les interactions entre les différentes équipes se font bien, est-ce que ça se synchronise parfaitement, etc., etc. Donc pour la partie Scrum, on finit donc de façon itérative par produire un ensemble d'éléments liés à un produit. Grosso modo, on prend un produit, on le découpe en petits modules qu'on va dérouler dans des itérations. Et ces itérations vont nous permettre de produire des livrables qui vont, ou plutôt des incréments de valeur qui vont être montrés aux parties prenantes successivement, sprint après sprint. Et grâce au feedback de ces parties prenantes, on peut ajuster, adapter, améliorer le produit jusqu'à la livraison du produit final ou d'une version du produit. Voilà pour le petit rappel agile, parce que ça va nous servir bien entendu par la suite quand on parlera d'une roadmap produit au pluriel bien entendu. Alors, déjà en termes d'organisation, comment on va se structurer? Dans une équipe agile, pour un produit tout unitaire, on va dire simple, on a ce que j'ai rappelé tout à l'heure, l'équipe Scrum, par exemple, un Product Owner, un Scrum Master et une équipe de développement. Chez un éditeur, le plus souvent, on a un portefeuille de produits, c'est-à-dire cet éditeur-là va ou bien travailler sur différents produits, ou bien il est éditeur d'un produit un peu costaud, dans le sens ERP par exemple, et du coup, on va adresser un certain nombre de domaines fonctionnels dans cet ERP. Du coup, en termes d'organisation, ce qu'on va avoir, c'est des équipes agiles qui vont traiter chaque pan de l'activité, et ces équipes agiles sont chapeautées par ce qu'on appelle un product manager, c'est-à-dire, comme l'a dit Didier tout à l'heure, quelqu'un dont le rôle c'est fédérer, consolider l'ensemble, avoir une vision globale de l'ensemble en termes de besoins, en termes de synchronisation et surtout par la suite en termes d'indicateurs et de reporting d'avancement. Une fois qu'on a cette organisation-là, on va travailler à proprement dit sur la roadmap du produit. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une roadmap du produit?
Là, dans le slide que vous voyez, on a ce qu'on appelle un portfolio, c'est-à-dire un portefeuille projet. Voyez ça comme une espèce de story mapping assez macro qui va définir l'orientation et la stratégie de l'entreprise. Dans l'exemple qu'on a devant nous, on a pris l'exemple d'un ERP. On a simplifié, on n'a pas mis tous les pans d'un ERP, mais imaginons par exemple qu'on ait un domaine fonctionnel qui est le commerce, un autre domaine communication et un dernier domaine qui est la finance. Bien entendu, on peut en avoir d'autres. Après, on a découpé les domaines fonctionnels en sous-domaines. Par exemple, côté commerce, on a le CRM et l'e-commerce, et ainsi de suite, site web, intranet pour la communication, EP et comptabilité pour la partie finance. Cette map, elle est maintenue par le product manager, qui va identifier par la suite ce qu'on appelle des épiques, c'est-à-dire ce sont des macro-fonctionnalités ou des modules qu'on va devoir produire par la suite. Pour ceux qui sont habitués à l'agilité, au fait, ces épiques qu'on voit ici, chacune de ces épiques donnera lieu à ce qu'on appelle des user stories au sein du produit même unitaire qu'on va développer plus tard, faire développer par une équipe agile. Alors, comment est alimentée cette map? Cette map, elle est alimentée, comme l'a dit Didier tout à l'heure, par le client, les doléances des clients. Elle est alimentée par la feuille de route même de l'éditeur, parce que l'éditeur maîtrise son métier. Il est à même donc de proposer un certain nombre de solutions, de modules, de fonctionnalités qui intéresseraient ses clients. Et c'est également alimenté par tout simplement le feedback, c'est-à-dire une fois qu'on a des produits qui sont en production, utilisés par des clients, on aura un certain nombre de remontées terrain. On voudrait avoir telle fonctionnalité, on voudrait avoir tel tableau de bord, on voudrait avoir tel module, etc., etc. À partir du moment où un éditeur, en consolidant ces différentes doléances, voit qu'un élément revient assez régulièrement, mais il est plutôt judicieux et pertinent de l'intégrer dans la feuille de route du produit. Donc, ce qu'il faut considérer, c'est que ce portfolio, c'est quelque chose de très vivant, dans le sens où il ne va pas être figé. Quasiment toutes les semaines, tous les mois, il y aura des briques en plus, des choses en moins, on va découper des choses, on va clarifier des choses, on va prioriser, déprioriser, etc. Et justement, son rôle, c'est, dans la vie d'un produit, c'est de permettre d'avoir tout simplement de la visibilité sur ce qu'on a à faire, où on en est à un instant T, ce qui nous reste à faire, et bien entendu, ça permet de mieux gérer les urgences, les priorités, les engagements qui viennent par-ci par-là. Un éditeur qui n'a pas cette vision relativement claire, le plus souvent, il n'agit et ne réagit que par tout ce qui est urgence. Urgence, il y a le feu, tel client est mécontent, donc on doit répondre à sa demande, etc. Là, on est plutôt sur quelque chose de plus structuré, plus planifié dans le temps. En termes d'outillage, il y a sincèrement aujourd'hui, vous avez l'embarras du choix en termes d'outillage. Là, je présente 3 outils phares du marché, mais il y en a beaucoup plus que ça. En fait, ce sont des outils qui nous permettent de faire des story maps assez étoffés. Alors, l'agile en soi ne pousse pas à une utilisation excessive de l'outillage, etc. Il y a une valeur de l'agile qui dit interaction entre personnes plutôt que process et outils. Néanmoins, ces outils vont commencer à être intéressants parce que d'une part, ça devient un référentiel du besoin, du produit. Ça permet surtout aussi, et là ça devient vraiment indispensable, c'est-à-dire quand on travaille en mode distribué. Les éditeurs qui ont, par exemple, une équipe à Montpellier, une autre à Paris, une autre à Sophia, Antipolis ou Lyon, c'est pas évident de travailler uniquement qu'avec du management visuel physique. Dans ce slide-là, je propose donc l'outil Jira, qui est un des outils le plus utilisé dans le cadre agile. Le Jira standard ne permet pas de faire ce que vous voyez à l'écran, mais on peut l'avoir grâce à une extension qui s'appelle User Story Map for Jira et qui se trouve sur la marketplace justement de l'éditeur Atlassian. Le deuxième outil, c'est Stories on Board.
Stories on Board, c'est un autre éditeur donc, et là c'est un outil qui permet exactement de faire la même chose, c'est-à-dire des maps assez étoffées, de la synchronie, comment dire, de la collaboration d'équipe à distance. Tous les outils que je vous montre là permettent aussi, par exemple, vous pouvez utiliser Stories on Board et après le lier à un Trello ou un Jira pour gérer les travaux quotidiens de l'équipe. Quand je dis on peut les relier, c'est-à-dire on n'a pas à réécrire les choses. Les fonctionnalités, les modules, les specs qu'on a écrits dans l'outil, par exemple Stories on Board, on peut les déverser par la suite dans l'outil de suivi sans qu'il y ait de réécriture. Le dernier outil, c'est Feature Map, qui est un outil intéressant aussi, qui propose d'ailleurs des choses équivalentes que les deux autres. Hein. C'est toujours, bien entendu, des story maps, de la collaboration, du partage, et une fédération du contenu qui permet d'avoir un référentiel du besoin suivi et tracé tout au long de la vie du produit. Maintenant qu'on a cette story map, ce portfolio projet qui est assez étoffé, on va voir comment, chez un éditeur, on va pouvoir partir de cette roadmap et commencer à construire une planification de l'ensemble des itérations, des versions, jusqu'à produire et délivrer des produits finis aux utilisateurs. On va quand même intégrer quelques contraintes parce que, bon, le travail, que ce soit chez un éditeur ou une ESN, une société de service, présente quelques contraintes. Une des contraintes principales, on n'a pas des équipes illimitées. Si on avait des équipes illimitées, c'est open bar, on lance tout ce qu'on veut, il n'y a aucun souci. Donc, on va prendre comme hypothèse quelque chose de réaliste, c'est-à-dire qu'on a des équipes limitées. On va aussi s'imposer un certain nombre de contraintes liées notamment aux échéances, aux délais. Là aussi, on peut avoir des contraintes du type événementiel. On veut livrer un logiciel, je ne sais pas, pour un événement, un salon, ou pour un produit, par exemple, destiné à la FIFA, on doit le livrer en temps et en heure. Sinon, si le mondial est déjà passé et on le livre, ça sert plus à rien. On peut aussi avoir du réglementaire. Tous les éditeurs que j'ai accompagnés sur les 2 dernières années ont eu d'ailleurs un événement assez important, le RGPD par exemple, et là il fallait être prêt pour le 25 ou 27 mai 2018 et être conforme à ce cadre réglementaire. Et puis il y a tout simplement des notions de concurrence. Vous pouvez produire le meilleur logiciel du monde. Si vous arrivez après la bataille, c'est-à-dire si vous livrez après vos concurrents, vous perdez énormément de parts de marché. Donc, c'est avec l'ensemble de ces contraintes-là qu'on va essayer quand même de, malgré le fait qu'on ait des équipes limitées, essayer de réduire le time to market pour livrer des produits ou des versions du produit le plus rapidement possible. Alors, comment on va faire? La première chose, c'est on commence par prioriser. C'est-à-dire, imaginons on a 3 équipes. Je n'en ai pas 12, j'ai 3 équipes pour faire mes produits. Alors, sachant qu'on pourrait avoir que 3 produits, mais on peut aussi avoir N produits à réaliser. Au fait, on va partir de notre story map portfolio qu'on a vu tout à l'heure et on va opérer une première priorisation. Cette première priorisation, elle va nous amener à décider quels sont les produits les plus prioritaires à sortir à échéance. Étant donné qu'on a 3 produits, on va sélectionner, on a 3 équipes, on va sélectionner donc 3 produits qui sont le plus prioritaires. Produit 1, produit 2, produit 3. Et ces produits, on va les confier à nos 3 équipes pour la réalisation. Par contre, attention, dans un cadre agile, on ne produit pas nos produits en tant que monolithe. C'est-à-dire, on va prendre chaque produit, on va détailler le besoin et on va sélectionner ce qu'on appelle la première version, le MVP, Minimum Viable Product, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous permet d'aller sur le marché le plus rapidement. Grosso modo, c'est une version fonctionnelle, cohérente, qui comprend les fonctionnalités les plus intéressantes pour un client. Alors, ça sert à quoi? Au lieu de livrer un produit en 3 ans, on va peut-être pouvoir sortir une première version en 12 mois, en 15 mois et les autres versions suivantes. Ce que vous voyez ici dans ces fameux réservoirs, c'est le produit complet et la partie qui est
en pointillé, c'est la partie qui a été sélectionnée pour réalisation prioritaire sur chaque produit. Et donc, grosso modo, le mandat qu'on va donner à nos équipes, à nos 3 équipes, c'est de produire la première version de chacun des produits prioritaires pendant une première version. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va nous permettre de planifier ça? Alors, ceux qui connaissent déjà un petit peu l'agile, c'est ce qu'on appelle la vélocité des équipes. En fait, le débit des robinets des réservoirs, c'est quoi? C'est la capacité de production des différentes équipes. On va voir plus tard comment cette vélocité va impacter la production et va nous permettre de la planifier dans la durée. Si maintenant on descend un peu plus dans le détail, on zoome, là, au fait, je suis sur uniquement un produit. Et après, ce qu'on va faire avec ce produit, on pourra le faire avec les 2 autres équipes, avec les 2 produits supplémentaires. Quand on descend au niveau d'un produit, on aura là aussi un autre story map, mais là, c'est un story map produit. Si vous vous souvenez de ce qu'on avait vu précédemment, le portfolio, j'avais dit à un moment donné, quelques briques de ce portfolio vont donner plusieurs user stories dans le story map du produit. Ben, c'est ce qu'on a ici, tout simplement. C'est comme si on était ici sur le produit CRM, par exemple, et on a détaillé l'ensemble du besoin du produit CRM. Ce travail-là n'est plus fait par le product manager, mais par le product owner concerné, le responsable produit. Il va faire ce travail et dès qu'il a une vision relativement exhaustive, il va, avec son équipe métier, travailler sur tout ce qui est priorisation. Priorisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va découper notre produit en versions. Par exemple, dans le slide que vous avez devant vous, on a la première release, la première version qu'on appelle MVP, et puis on l'a découpée, release 2 et release 3. Ce qui sous-entend qu'on va d'abord s'attacher à produire ce qui est encadré en rouge, c'est-à-dire la première release. Et une fois que ça s'est livré chez le client ou chez les clients, on va travailler éventuellement sur les versions suivantes. Alors, sur un produit unitaire, comment ça se passe? Ben, on va mandater l'équipe technique pour estimer et planifier ce contenu. Ce qui va nous donner la chose suivante, les équipes vont estimer ce qu'on appelle le backlog du produit. Dans notre cas, on a instancié un exemple. Par exemple, on a ici une release. L'équipe l'a estimé. Estimer, ça veut dire on va donner une taille à chaque user story ou un poids. On a du coup un poids de backlog qui est de 300. Pour planifier, on a besoin de connaître le rythme de croisière de l'équipe, le rythme de production, ce qu'on appelle une vélocité. La vélocité, c'est ce que produit une équipe pendant une itération, un sprint. Là, dans notre exemple, c'est 100. Ben, le reste est relativement simple. On divise le poids de la version par la vélocité et on obtient une déclinaison en nombre de sprints qui vont nous permettre de produire et de livrer cette version du produit. Bon, là, on rentre pas trop dans le détail. Hein. Dans la vraie vie, il y a ce qu'on appelle un sprint 0, un sprint de fin. Pour l'instant, on va rester sur quelque chose de relativement simple pour ne pas complexifier les choses. Donc, on part, par exemple, on va parler de 3 sprints pour finir cette release-là. Maintenant, si on a en tête ce mécanisme poids de backlog de version, vélocité, déclinaison de nombre de sprints, on va essayer de faire ça pour l'ensemble du portfolio projet. Premier exemple. Dans cet exemple, j'ai fait simple, c'est-à-dire j'ai 3 produits chez un éditeur et on a du bol, on a 3 équipes pour les réaliser. Ce qu'on voit dans la première colonne, ce sont les vélocités des différentes équipes. L'équipe 1, 100, 2, 75, 3, 50. Et ces équipes ont estimé chacune le backlog global de son produit. Bien sûr, découpé en versions. Pour le produit 1, on a le backlog de la V1, le backlog de la V2 qui fait 300, et puis 200 pour la V3, et ainsi de suite. On a fait la même chose pour le produit 2 et produit 3. Et maintenant, on va voir ce que ça va donner côté terrain quand on va commencer à estimer et planifier les différents backlogs. Rappelez-vous, tout ça fonctionne en termes de priorité. C'est-à-dire, à un instant T, le product manager doit donner
quelques indications sur ce qui est pertinent et prioritaire à produire à un instant T. On va prendre l'exemple suivant. Notre première priorité, c'est de faire les V1 des 3 produits. Comme on l'a vu précédemment, on va prendre le poids de chaque release, donc V1 en l'occurrence, de chaque produit. On va le mettre au regard de la vélocité de chaque équipe et ça va nous donner une déclinaison en termes de planification. L'équipe Scrum 1, il lui faut 5 sprints pour finir la première release. L'équipe 2, 4 sprints. L'équipe 3, 2 sprints. Et ainsi de suite. Maintenant, on a fini les premières releases. Il faut se dire, qu'est-ce qu'on voudrait faire par la suite? Encore une fois, dans ce premier exemple, j'ai fait du simple, du linéaire. On va faire les V2. Pareil, 300, 150 et 150. Comment ils vont être déclinés sur le planning? Toujours par rapport à la vélocité des équipes. On a 2 sprints et 3 sprints pour les V2. Et ainsi de suite, la V3. Et pour finir, le petit bout de V4 pour le produit 2. Et on a une roadmap planifiée de tout ce qu'on a dans notre portfolio aujourd'hui. Bien entendu, je l'ai dit au départ, c'est pas figé. Justement, l'intérêt de ce type de bonne pratique, c'est d'avoir une vision globale des chantiers et de pouvoir jongler avec. C'est-à-dire, il n'est pas rare qu'une fois qu'on a fini, par exemple, la V2 du produit 2, on décide de basculer sur autre chose parce qu'on a eu un événement, un gros client qu'on souhaite alimenter, on a comment dire, des engagements liés à un projet réglementaire, etc., etc. Donc, on peut changer notre roadmap assez facilement quand on a ce type de visibilité. Et justement, ce que je vous propose maintenant, c'est quelque chose d'un peu plus complexe, c'est-à-dire cette fois-ci, on a toujours trois équipes, mais on a 5 produits chez un éditeur. Le raisonnement est toujours le même. Là où ça va être un peu plus intéressant, c'est en termes de stratégie et priorisation. C'est-à-dire, j'ai 3 équipes, donc je ne peux pas lancer les 5 produits en même temps. D'ailleurs, ça, c'est une erreur souvent commise. C'est-à-dire, on met par exemple une équipe sur 2 produits en même temps. Sachez que dans un cadre agile, mettre une équipe sur 2 produits en même temps, vous divisez l'effort en 2 de l'équipe, donc on livre plus tard. Le fait de paralléliser différents projets au sein d'une même équipe, c'est une notion qui nous vient du cycle en cascade et du cycle en V, qui sont des cycles honorables, ma foi, hein, je ne sais pas pour dénigrer, mais ces cycles-là nécessitent des phases. Et les phases sont spécifiques et nécessitent des compétences spécifiques. Donc, pendant qu'on fait la conception, on ne peut pas faire le développement. Donc, l'équipe de développement travaille sur un autre sujet. Et inversement. Donc, on se retrouve dans un cycle en V à jongler effectivement avec différents projets, justement pour combler les pics et les creux de charge d'une équipe spécifique. Dans l'agile, on n'a pas besoin de ça. Une équipe agile est full sur son projet, sur son produit. Et c'est la meilleure façon de le produire, c'est-à-dire on priorise et on met le focus sur un produit. Donc là, en l'occurrence, j'ai 5 produits, mes 3 équipes. Donc ma première priorisation va bien entendu concerner 3 produits sur les 5. On a choisi le produit 1, 2, 3, dont on veut réaliser la V1. Voilà, ça ne change pas par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. On va décliner ça sur notre planning. Par contre, à partir de là, ça va devenir intéressant. C'est-à-dire, la deuxième version, on souhaite faire la V1 du produit 4 et les V2 du produit 1 et du produit 2. Sachant qu'on a confié le produit 4 à l'équipe 3. Donc, du coup, on récupère sa vélocité, etc., comme on l'a vu tout à l'heure, et on va décliner sur notre planning. Vous voyez très bien que l'équipe 3 est en train de faire la V1 du produit 4 et non pas la V2 du produit 3. Et ainsi de suite. La V3 maintenant, enfin, l'itération 3, on veut faire la V1 du produit 5, la V2 du produit 3 et la V3 du produit 3, du produit 2, pardon. Donc, ça nous donne cette déclinaison et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez très bien que on peut, d'une version à une autre, changer notre braquet, changer notre priorité. Le fait qu'on peut encaisser de nouvelles demandes, de nouvelles urgences, il suffit de les mettre dans notre portfolio, de les prioriser, de les estimer, et on les intègre dans notre feuille de route sans trop de soucis, en ayant de la visibilité sur leur réalisation et leur production. Alors, j'arrive au bout de la présentation, juste quelques préconisations.
ces éléments qu'on vient de voir, sincèrement, ils sont strictement nécessaires à un éditeur pour connaître tout ce qu'il a dans son portefeuille et ce qu'il va mettre dans sa roadmap sur les 2-3 ans à venir. Tout éditeur qui a de la visibilité, j'en vois régulièrement, hein, qui ont une visibilité sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, sincèrement, c'est insuffisant. Dans ce cas-là, on est plutôt en train de subir les urgences plutôt que de les piloter et de dérouler une roadmap cohérente. Quand on commence à travailler de cette manière-là, l'importance du product manager est essentielle. Chez certains éditeurs, ils ont par exemple 3 produits, ils ont 3 product owners pour les gérer, et on se retrouve assez rapidement dans une bataille de tranchées, c'est-à-dire chaque product owner veut tirer la couverture de son côté. Là, on est dans ce qu'on appelle, de l'intérêt individuel. Cette façon de faire ce product management global nécessite d'être chapeauté par un product manager. Du coup, on a plutôt une priorisation orientée entreprise, stratégie d'entreprise, plutôt qu'une priorisation individuelle. Ça nécessite beaucoup de collaboration. Là, on n'est pas rentré dans trop de détails, mais le fait d'avoir, par exemple, 3 produits, 5 produits chez un éditeur, il faut juste pas oublier que les produits se parlent à un moment ou à un autre. Par exemple, un CRM et une application ou un site d'e-commerce vont dialoguer entre eux. Un logiciel de paie et une comptabilité vont échanger des choses. Donc, les équipes ne doivent pas être organisées sous forme de silos. Il doit y avoir de la collaboration, de la synchronisation. Il y a des instances prévues dans ce cadre-là, justement, pour identifier les prérequis d'une équipe par rapport à l'autre, les interdépendances entre équipes. Et puisqu'on parle d'équipe, une des clés du succès du travail en mode agile, que ce soit sur un produit ou que ce soit sur un ensemble de produits chez un éditeur, c'est l'équipe. Et donc, du coup, la stabilité de l'équipe. Je ne sais pas si vous l'avez vu, dans tout mon raisonnement, les équipes n'ont pas bougé. Ce sont les robinets des fameux réservoirs qui vont servir une équipe ou une autre. On garde l'équipe stable, vous comprenez bien pourquoi. J'ai beaucoup parlé de rythme de croisière d'une équipe, de rythme de production, de vélocité. Ce rythme, on met un certain temps pour le stabiliser. Le plus souvent, c'est 2-3 itérations. Et c'est ce qui va nous permettre de driver, de piloter, de planifier. À chaque fois qu'on va chambouler l'équipe, cette vélocité, on va la bouger. Elle va de nouveau devenir une inconnue et on perdra de nouveau 2-3 itérations pour la connaître. C'est pour ça que on travaille sur la stabilisation des équipes et après, tout le reste va en découler sans trop de soucis. Merci Yacine. Merci. Nous sommes prêts à prendre vos questions. Alors surtout Yacine est prêt à prendre vos questions parce que je pense que c'est lui qui est le plus à même à y répondre. Juste en attendant que pour vous laisser le temps de poser ces questions, donc on peut, que ce soit R2B, que ce soit SmartView, vous accompagner de plusieurs façons donc sur cette réflexion roadmap agilité. Du côté R2B, on peut vous accompagner avec de la formation d'accompagnement. Alors ça, c'est plutôt la partie marketing et la partie on va dire technique de l'application au travers de formation et d'accompagnement. Et de son côté, SmartView peut vous accompagner au travers de formation et d'accompagnement également dans la transformation agile en tant qu'éditeur de logiciels, c'est-à-dire pour mettre tout cela en place. En général, je crois, Yacine, que vous démarrez, quand vous démarrez une relation, c'est toujours par une espèce de prise de vue, c'est-à-dire un audit rapide, un audit rapide qui permet d'avoir une vision de là où on en est et de qu'est-ce qu'il faudrait faire. C'est exactement ça, c'est-à-dire c'est juste un tout petit diagnostic, on voit comment les équipes travaillent parce qu'on ne va pas systématiquement réinventer la roue. Le niveau de maturité n'est pas souvent le même d'un éditeur à l'autre, donc pour ne pas refaire les choses, on part de là où se trouve une organisation donnée et après on préconise un volet de formation pertinent et par la suite, effectivement, on va accompagner les acteurs de l'organisation, ça peut être les product managers, les product owners, les équipes qui vont produire. On sensibilise également le management pour qu'il soit au fait de comment on bosse dans un cadre agile, qu'il sache lire les indicateurs agiles pour que la communication se passe bien et les différentes équipes partagent les informations sans trop de soucis.
Ok, donc maintenant on va répondre donc à vos questions. La première question qu'on a, est-ce que la même personne peut tenir le rôle de Product Manager et de Product Owner, Scrum Master? Alors, bonne question. Je dirais le début oui, le reste non. Je m'explique. Un product manager peut aussi être product owner, c'est-à-dire je peux être product manager de 3 produits, mais en même temps, je travaille comme product owner sur un des produits. Mais attention, c'est surtout l'aspect product owner qui va être un petit peu chahuté. Un product owner, son plan de charge est en fonction de l'équipe qu'il va alimenter. Un product owner qui alimente 3 personnes, en termes d'écriture de spec, donc de user story, de validation, etc., n'a pas le même plan de charge qu'un product owner qui alimente 8 ou 9 personnes. Donc, il faut juste faire attention à ça. Sinon, il ne peut pas cumuler les deux fonctions. Par contre, jamais, au non jamais, quelqu'un du métier, que ce soit product manager ou product owner, cumule également le profil Scrum Master. C'est un travail à part. C'est quelqu'un qui aura d'autres fonctions, d'autres attributions en termes de facilitation, de protection de l'équipe. Et sincèrement, le plus souvent, je dis pas que c'est jamais incompatible, mais souvent c'est pas compatible. Merci Yacine. Autre question, pendant que je vous fais le sondage sur... il va falloir que j'arrête le sondage, donc tac tac. J'attends une seconde que les gens votent sur ce webinar très rapidement. Voilà. Donc voilà, 60% des gens ont voté donc sur ce webinaire. Si vous amenez des idées pour faire évoluer votre organisation, il y a 24% de personnes qui répondent non. Donc si vous avez besoin qu'on vous aide, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Dans la présentation, vous avez nos coordonnées. Je reviens sur les questions. Tac, voilà. Tac. En essayant de ne pas sauter. Le vocabulaire. Qu'est-ce que les epics et user story? Alors, les epics, c'est quelque chose qui est pas mal, qui a pas mal de sens dans le monde agile. Le sens commun, l'epic, c'est grosso modo un module ou une macro-fonctionnalité au départ qui va nous donner lieu à plein de user stories par la suite. Alors, pourquoi je dis que c'est utilisé de différentes manières? Il y en a qui vont utiliser l'EPIC comme ce qu'on appelle un thème, un volet fonctionnel. Et dans ce volet fonctionnel, on va avoir un user story par la suite. Et il y en a qui vont utiliser l'EPIC comme juste une macro-fonctionnalité. C'est-à-dire, macro-fonctionnalité, vous savez très bien que dans un backlog, ce qui est prioritaire est détaillé, ce qui n'est pas prioritaire est relativement macro. Donc, quand on dit une épique, c'est une macro-fonctionnalité, c'est le stade où c'est pas encore détaillé. Donc, ça peut être détaillé et devenir une user story unique détaillée. Mais dans d'autres cas, quand la user story s'avère un peu plus grosse, ça peut là aussi être découpé en 2-3 user stories plus fines. Merci. Autre question, je ne voyais pas le rôle de product manager ainsi. Alors, je peux peut-être répondre. On a vu en fait une petite partie du rôle de product manager. Ici, il a d'autres parties, le product manager, c'est-à-dire que dans son rôle aussi, c'est un rôle qui est centré sur le marketing, dont on a très peu parlé aujourd'hui, qui est vraiment de définir la proposition de valeur après à partir d'une connaissance ou d'une analyse du marché et de définir comment cette proposition de valeur va être matérialisée au mieux par une offre ou par un marketing mix au sens large. Donc, le rôle du product manager au sein d'un éditeur de logiciel est un rôle qui est crucial, qui est vraiment important et qui va garantir l'alignement des différentes fonctions importantes chez un éditeur de logiciel, le développement, mais aussi la commercialisation du logiciel et puis aussi les services du logiciel, les services d'intégration, de support, etc. Voilà, donc le rôle, on l'a pas trop abordé et je crois qu'on va l'aborder dans un webinaire prochainement, ce rôle beaucoup plus en détail dans un webinaire avec Yacine, dans un webinaire d'ici un mois ou un mois et demi. Donc, je vous invite à vous inscrire à ce webinaire où vous aurez plus de précisions sur ce rôle. Bonjour, pourriez-vous nous expliquer un peu comment gérer la partie documentation dans le mode agile? Alors, documentation,
je suppose que vous parlez de spécifications notamment. Alors, si on parle de spécifications, je vous ai montré 3 produits tout à l'heure, de mémoire, Jira avec l'extension, Stories on Board et Feature Map. J'ai parlé quand j'ai présenté ces outils, j'ai dit que ça allait devenir des référentiels. En fait, ça devient à terme un référentiel documentaire. C'est-à-dire, on va avoir, en fait, les briques que vous avez vues, quand on clique sur un des tickets, on ouvre une page format wiki avec tout ce qu'on veut comme spécification, comme détail, comme règle de gestion, comme test comment dire, comme test pour valider les user stories. Donc, si on utilise ce type d'outils, ces types d'outils deviennent un référentiel documentaire. Après, toujours dans l'Agile, on a d'autres outils. Si vous êtes habitué à l'écosystème Atlassian, donc l'éditeur Atlassian qui produit le logiciel Jira. Dans cet écosystème, on a ce qu'on appelle Confluence. Confluence, c'est quoi? C'est tout simplement, de nouveau, un moteur de wiki. Vous voyez ça comme un Wikipédia que vous allez avoir chez vous ou en cloud, peu importe, et qui va vous permettre d'instancier toute votre documentation. Et par exemple, j'ai pas mal d'éditeurs qui utilisent Confluence. Voyez Confluence comme une interface web avec partie gauche, c'est une espèce de sommaire où on a des liens sur lesquels on clique et on ouvre des pages. Et la partie droite, c'est justement le contenu. On clique sur un lien, on ouvre un contenu. Et là, on peut écrire comme si on était dans Wikipédia. On peut écrire notre doc d'architecture, nos specs, nos plans de test, nos docs d'exploitation, etc., etc. Et c'est traçable, c'est-à-dire on peut savoir qui a modifié, à quel moment, ça s'accorde avec quelle version, etc., etc. Donc, sincèrement, en termes d'outillage, le monde agile est beaucoup plus outillé aujourd'hui qu'il ne l'était, ne serait-ce qu'il y a une dizaine d'années. Merci Yacine. Est-ce une bonne idée de mettre en place une méthode agile pour de très petites équipes, exemple mono développeur un projet? Alors c'est vrai que c'est intéressant que Yacine, tu donnes un peu des chiffres sur les tailles des équipes projet chez un éditeur de logiciels, mais aussi la longueur d'un sprint, combien ça dure un sprint en moyenne? Alors, premièrement, combien dure un sprint? Un sprint au sens Scrum, c'est de 1 à 4 semaines. L'équipe va peut-être tâtonner dans un premier temps, mais ce qu'on conseille, c'est que cette durée soit fixe à un moment donné. C'est-à-dire, on peut tester sur 1 ou 2 sprints la durée qui nous convienne, mais si on a décidé que c'est 3 semaines, on va dérouler 3 semaines. Vous comprenez toujours pourquoi. C'est toujours cette sacro-sainte vélocité qu'on doit assez rapidement stabiliser. Je reviens à la problématique de la taille des équipes. La taille des équipes, toujours au sens Scrum, si vous regardez la littérature, une équipe Scrum, c'est de 3 à 9 personnes. Alors, pourquoi 9 personnes? On veut des équipes à taille humaine, des équipes qui peuvent échanger simplement, rapidement, sans perdre de temps. Pourquoi 3? Parce que à partir de 3, on commence à parler d'équipe. Une équipe, c'est quoi? C'est une équipe qui couvre un besoin, qui couvre un ensemble de compétences. Quand on est tout seul sur un sujet, alors, c'est relativement critique. C'est relativement critique parce que déjà, il y a la solitude du développeur tout seul. Il y a le fait qu'il ne peut pas espérer d'aide de ses collègues puisqu'il est tout seul. Il y a le fait que s'il est absent, qui fait le boulot, comment on gère la continuité de service? Et puis en définitive, si cette personne quitte la boîte et c'est la seule à connaître un sujet, voilà, on est quand même relativement dans l'embarras. Donc, je ne vous conseillerais pas d'avoir des équipes d'une personne. Maintenant, la question est légitime. Je le vois régulièrement chez des éditeurs que j'accompagne et assez rapidement, on travaille sur l'organisation pour étoffer les équipes. Je suis pas en train de dire qu'on va recruter à tour de bras. Non, non, non. C'est par exemple un éditeur qui a 5 équipes d'une personne chacune. On essaie d'en faire 1 ou 2 équipes un petit peu plus étoffées. Ça facilite la couverture de compétences, ça facilite l'entraide. Et ces équipes-là, bien entendu, on les avait subdivisées au départ parce qu'on a dit, toi tu gères tel sujet, toi tu gères tel sujet, etc. Là, c'est une même équipe qui va gérer 1, 2, 3 produits. C'est pour ça, je reviens à ce qu'on a vu précédemment, c'est pour ça que vous voyez qu'on a 5 produits dans l'exemple et 3 équipes qui vont les suivre et les réaliser. Donc, c'est plutôt de cette manière-là qu'on va fonctionner, des équipes à partir de 3 personnes. Et franchement, on bosse beaucoup mieux.
Quand on parle de différentes équipes, est-ce différentes équipes techniques ou pas uniquement? Comment gérer cela dans une petite entreprise où finalement il n'y a qu'une seule équipe? Ah ben C'est un peu la même. à la limite là c'est plus simple. Vous êtes une seule équipe, imaginons, vous êtes une équipe, allez, on va dire de 3 personnes, on prend le minimum syndical, et imaginons vous êtes chez un éditeur qui gère 2 produits plus la maintenance des 2 produits, parce qu'on imagine qu'on est dans le contexte que ces produits sont déjà en production chez les clients. Ben, vous allez faire ce qu'on a appelé story map stratégique, le portfolio des 2 produits. Vous allez prioriser, c'est-à-dire vous avez qu'une seule équipe, donc à un moment donné, vous allez vous dire sur les mois à venir ou sur les itérations à venir, on veut travailler sur le produit A ou le produit B. C'est un choix à faire, donc vous allez cibler une version d'un des produits pour la réaliser dans un laps de temps très court. Cette version de ce produit, l'équipe va commencer à la réaliser, mais par contre, cette équipe a ce qu'on appelle le récurrent à gérer. C'est-à-dire, là, dans ce webinaire, on n'a pas parlé de management visuel, mais ceux qui connaissent un Kanban ou un Scrum Board, en fait, on va avoir un couloir de production qui va concerner la release qu'on est en train de faire sur ce produit qui a été sélectionné, et on va avoir notre management visuel, sa partie basse, qui va englober tout ce qui est maintien en conditions opérationnelles, les petites évolutions, les incidents, les bugs, etc., etc. Bien sûr, ce volet de production qui concerne le récurrent va venir consommer une bande passante qui initialement était réservée aux produits. Donc, si je reviens à mes notions de vélocité qu'on avait évoquées, je reste sur l'exemple que je vous ai présenté un peu plus haut. J'étais parti sur une équipe qui avait une vélocité de 100. Dès que cette équipe va passer en mode, on met en prod, donc on va encaisser des retours, elle doit revoir sa vélocité. Elle va réduire un petit peu la voilure. Par exemple, elle peut se dire, à partir de maintenant, on va faire 60 ou 70 sur le produit. Et du coup, ça nous laisse une bande passante pour réaliser le reste. Une fois qu'on a fini la première release de ce premier produit qui a été sélectionné, ben là, c'est le choix, encore une fois, de l'éditeur. Il peut dire, je pars sur la V2 du produit A s'il est réellement prioritaire, ou il peut dire, non, je veux faire la V1 du deuxième produit, et ainsi de suite. Parfait. Je travaille depuis plus de 10 ans en mode agile. Sur la méthode, rien à redire. En revanche, pas mal d'interrogations sur l'effet pervers de Scrum. Le travail se voit ainsi atomisé en user story puis en itération, ce qui, bien souvent, réduit à néant tout sens d'accomplissement et tout espoir de vision à long terme sur le devenir de la production. Les développeurs sont relégués à travailler sur des user stories atomisés, relevant du niveau de la simple fonctionnalité de la même manière. Il leur est souvent refusé de s'atteler à des améliorations qui ne sauraient être associées avec des besoins business à court terme, immédiats, ayant souvent été évoqués par la direction. Quel est votre avis? Alors, je partage complètement votre avis. Ce que vous décrivez là, effectivement, ce sont des choses qu'on voit sur le terrain. Alors, ce sont des choses qu'on voit sur le terrain, peu importe la méthode, c'est pas que l'agile. Hein. En fait, n'importe quelle méthode, même si la méthode est bonne, même si elle relève du bon sens, beaucoup de choses vont dépendre de son déploiement et des acteurs qui vont déployer la méthode. Là, ce que vous décrivez, effectivement, c'est des choses que je vois. Le fait qu'on ait un backlog atomisé et que les équipes n'ont strictement aucune visibilité, ben, j'espère que vous voyez, c'est à l'encontre de tout ce qu'on a présenté. En fait, si on veut une roadmap, si on veut un story map portfolio, si on veut un story map produit, c'est justement, c'est pas des choses qui sont juste réservées au product owner ou au product manager ou à la direction. Non, non, non. Ce sont des choses qui sont partagées par tout le monde. C'est-à-dire, n'importe quel membre de l'équipe technique, un développeur Java, PHP, C#, peu importe, il a accès à cette map. C'est le support qu'on va utiliser quasiment dans toutes les cérémonies agiles, à savoir travail sur un portfolio, à savoir un release planning, un sprint planning, un grooming, etc. Et on travaille toujours sur ces mêmes managements visuels. Du coup, même si instantanément l'équipe travaille sur des petites user stories que vous avez appelées atomisées, etc., ça s'inscrit globalement dans une map beaucoup plus globale et l'équipe a accès à cette visibilité-là. Merci. Vous avez présenté des outils pour le story mapping. Quid concernant les outils de planification et suivi de roadmap, notamment dans l'univers Jira?
Ben, j'en ai parlé, il me semble. Hein. Le premier slide que j'ai montré, c'est celui de Jira couplé à User Story Map for Jira. C'est une extension qui se retrouve. Il y en a plein, hein, des extensions de ce type. Non, mais c'est pour gérer la planification de la roadmap. Ah oui, d'accord, pardon. Dans Jira, ah oui, j'avais mal lu, excusez-moi. Dans toujours l'écosystème Jira, il y a un outil qui s'appelle Portfolio Jira. Et comme son nom l'indique, il permet de gérer, comment dire, une roadmap multi-équipes, c'est-à-dire, par exemple, l'exemple que j'ai présenté tout à l'heure, j'ai 3-5 équipes qui travaillent sur un certain nombre de produits. Ça permet de les consolider, c'est-à-dire on consolide les différents scrums des différentes équipes pour en donner une vision beaucoup plus globale en termes de cotation, en termes de planification et du coup de roadmap et d'échéance des différentes releases. Après, tout va dépendre de la méthode de scalabilité. Là, j'aborde un sujet qui n'est pas le sujet aujourd'hui. En fait, tout ce qui concerne la scalabilité, c'est ce qu'on appelle l'agile à l'échelle. Il y a différentes méthodes aujourd'hui qui permettent de driver ce type de problématique. Pour citer les plus connues, vous avez Safe, Nexus et Agile at Scale. Et j'en ai oublié une autre méthode. Voilà, pardon, LESS, la méthode LESS. Toutes ces méthodes permettent effectivement de fédérer des différentes équipes qui travaillent en mode agile et certaines de ces méthodes intègrent ce qu'on appelle un train de release. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un train de release? C'est comme si vous aviez un TGV qui va partir aujourd'hui et qui va arriver dans 3 mois. Et ce TGV va embarquer un certain nombre de contenus des différentes équipes. Là, c'est pas chaque équipe qui planifie son contenu. Non, non. On a une planification globale. Ça se fait beaucoup dans le monde de l'assurance et des banques. Par exemple, on a 2 releases par an. Et on embarque dans ces releases-là ce qui est prêt pour les releases. C'est-à-dire, ce sont les équipes qui vont décider de ce qu'elles vont mettre pour arriver à l'heure dans ce train-là. Donc, il y a cette approche-là qui se fait, mais il y a d'autres approches qui, comme je l'ai mis dans la présentation du webinaire, c'est chaque équipe va planifier sa release, sa version, et ça va être décliné sur le planning global. OK. Quelle est la différence entre Product Manager et CPO, qui doit être Product Owner? Si juste on peut me dire ce que c'est que CPO, parce qu'il y a tellement d'acronymes, c'est le chiffre PO ou c'est autre chose? On va passer, le temps que vous répondiez, on va passer sur d'autres questions. Okay. Pour être sûr d'avoir compris, Story Map Portfolio égale point de vue au niveau du produit, stratégie marketing gérée par un outil comme Story on Board et la déclinaison opérationnelle des projets se gère via des outils comme Jira ou Redmine. Alors, je précise, StoryMap, tout ce qui est StoryMap peut travailler à 2 échelles différentes. Le premier slide que je vous ai montré, c'est le portfolio global, c'est-à-dire c'est tout ce qui se passe chez un éditeur. Là, on est sur ce qu'on appelle une map relativement macro, c'est-à-dire on va pas avoir des user stories dedans, on a ce que j'ai appelé des épiques. Après, une fois qu'on a priorisé cette roadmap stratégique, on peut toujours utiliser les outils de story mapping pour décliner au sein d'un produit un story map beaucoup plus détaillé. C'est-à-dire cette fois-ci, on va partir des épiques et on va les détailler en plein de petites user stories que de nouveau, on va prioriser et traiter, etc., etc. D'accord? Ça, c'est ce qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle la vision métier, qu'elle soit au niveau d'un produit, qu'elle soit au niveau stratégique de toute l'entreprise. Le reste, je suis d'accord avec vous. Effectivement, une fois qu'on a cette vision produit, on va là aussi prioriser le contenu des itérations et ce contenu va passer dans un Jira, un Trello, un Redmine, l'outil que vous voulez, qui, lui, ne permet d'avoir que le contenu on va dire, instantané d'un sprint. Bien sûr, un Jira englobe tout un backlog, mais la vision qu'on a en termes d'avancement et en termes de suivi, c'est la fenêtre de l'itération, donc du sprint. Et ça, c'est valable pour tous les outils de suivi. J'ai nommé Redmine, Jira, Trello et autres. Quel outil on met les tâches non techniques dans le développement, tâches packaging marketing, par exemple? Alors, ces tâches-là, non, on va pas compliquer les choses pour les équipes. Si vous avez un Jira, gardez Jira. Si vous avez un Trello, gardez Trello. Par contre, il y a cette question en amène une autre. Toutes les tâches autres que des tâches qu'on appelle des tâches apport de valeur. Apport de valeur, ça concerne tout ce qu'on va développer, fournir aux clients. Toutes ces tâches-là, dans un cadre agile, il est préconisé
de les identifier, de les suivre, mais de ne pas les quoter. Si vous avez besoin de plus de détails sur ce sujet, parce que sincèrement c'est un boulevard, rien que ce sujet-là, n'hésitez pas à me joindre, je vous donnerai plus d'informations sur le pourquoi du comment on n'estime pas ces activités-là. Un sprint, c'est pour les équipes techniques, développement, uniquement ou pas que? Non, c'est pour tout le monde. Au fait, un sprint agile, on a ce qu'on appelle toute la Scrum Team qui travaille. La Scrum Team, pour rappel, c'est Scrum Master, Product Owner et équipe de développement. Bien entendu, équipe de développement, on intègre dedans l'architecte, le tech lead, les testeurs éventuellement. Et je viens de le dire, le Product Owner aussi fait partie du sprint. Son boulot, c'est aider l'équipe pendant le sprint, répondre aux questions, sollicitations, etc. Tester l'encours, ou du moins participer au test s'il dispose d'une cellule de test, etc. Mais surtout aussi travailler sur la suite, c'est-à-dire préparer les itérations suivantes. Donc le sprint concerne vraiment tout le monde et on doit travailler vraiment avec pas mal de rigueur pour que tout ça soit synchronisé et qu'on ne soit pas en train de s'attendre les uns les autres. Alors, ce n'est pas forcément une question, mais plutôt une remarque. Je comprends bien les avantages des équipes agiles et la possibilité de changer de projet en fin de sprint. Cependant, il est aussi possible que les compétences de chaque équipe ne leur permettent pas de passer d'un projet à un autre. Dans notre cas, cette problématique cloue la plupart des équipes en mode silo. Les notions de découpage, estimation, vélocité restent intéressantes et utilisables. Alors oui, là aussi, à chaque fois pareil, à chaque fois que j'interviens chez un éditeur, ce que vous dites là, on le retrouve, c'est-à-dire on s'est habitué, on a fabriqué nous-mêmes nos silos, au fait, c'est-à-dire telle équipe fait telle chose, etc. Alors, si les technos sont lointaines, sincèrement, on va pas pouvoir changer rapidement. Quand je dis lointaine, par exemple, je sais pas, vous avez, j'ai déjà vu une équipe, enfin chez un même éditeur, une équipe bosser avec du Delphi et une équipe Java. Donc vous voyez le gap, c'est énorme, le passage du l'une à l'autre. Chez d'autres éditeurs, j'ai vu une partie de l'équipe faire du WinDev et l'autre Java ou C#, peu importe. Donc là, le gap est relativement costaud. Néanmoins, pardon, je garde le néanmoins pour après. Pour les autres éditeurs où les technos se ressemblent pas mal, etc., sincèrement, ce qu'on essaie de faire, c'est casser les silos assez rapidement. Je suis pas en train de dire qu'on a besoin de chambouler tout le monde. Non, non, justement, je parle beaucoup de stabilité dans ce qu'on a vu auparavant, mais plutôt d'avoir une certaine capillarité, c'est-à-dire j'ai 3 équipes. Je dis pas que les 3 équipes doivent pouvoir faire tout et n'importe quoi dans l'entreprise, mais à minima que 2 équipes puissent faire des choses et puis 2 autres équipes puissent faire autre chose, etc. Alors pourquoi? Tout à l'heure, je vous ai montré des réservoirs qui vont alimenter les équipes. Imaginons que le réservoir 1 soit le plus prioritaire à un instant T et on veut sortir une version que si on la donne à une seule équipe, on la sort finalement en 3 ans et c'est pas recevable. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va vouloir mutualiser. Enfin, c'est-à-dire confier ce travail-là à 2 équipes en parallèle. Ben là, dans ce cas-là, si on n'avait pas travaillé sur ce que j'ai appelé une capillarité ou un recouvrement de compétences, ben non, on ne pourra pas faire grand-chose. Du coup, comme vous dites, on est cloué directement, je suis complètement d'accord. C'est pour ça que ça peut être une vision actuelle, mais si on veut préparer un avenir radieux, franchement, il faut investir sur ce recouvrement de compétences. Maintenant, quand les compétences sont complètement éloignées, comment dire, j'ai travaillé directement pour un éditeur qui voulait abandonner complètement une techno. Et à ce moment-là, il y avait l'équipe qui gérait ce qu'on appelle le legacy, travaillait sur la vieille techno, bien entendu, et c'est elle qui fait vivre la boîte actuellement. Et le reste de l'équipe, il était en train de travailler sur des refontes, nouvelles techno, etc. Dans ce cadre-là, c'est difficile de gérer l'aspect RH, l'aspect humain. C'est-à-dire, on est en train de dire à l'équipe qui maintient le legacy et qui fait vivre tout le monde, votre avenir dans la boîte est un petit peu sombre. Donc, c'est pas très judicieux. Dans ce cas-là, sincèrement, ma préco, c'est de commencer aussi à les préparer pour l'avenir. C'est-à-dire, bien sûr, ils maintiennent le legacy, etc., mais il faut les faire monter en compétences, les faire évoluer. Je sais que ça a un coût, c'est un investissement, mais il faut pas oublier aussi que cette équipe,
elle a dans ses gènes, dans son ADN, toute la richesse métier de l'entreprise. Et on ne peut pas s'en passer comme ça. Donc, il faut les accompagner, les aider effectivement à évoluer au fur et à mesure. Merci. SGNA, c'est une équipe et multiprojet et non temps plein sur la réalisation d'un sprint. Ouais. Un produit. Alors, ma réponse, oui, c'est gênant. J'en ai parlé tout à l'heure. Au fait, imaginons vous avez un produit A et un produit B. Vous avez une seule équipe. Imaginons que le produit A, vous le sortez en 6 mois, si vous mettez le focus dessus. Et le produit B, vous le sortez en 6 mois également, si vous mettez le focus dessus. Si vous divisez votre équipe sur les deux projets, c'est-à-dire votre seule équipe travaille en parallèle sur les deux projets. Alors, ça peut être une semaine là, une semaine l'autre, un sprint là, un sprint l'autre, une demi-journée là, une demi-journée l'autre. Qu'est-ce que vous avez fait? En fait, si je reviens aux métriques qu'on a déjà utilisées, la vélocité de votre équipe, vous l'avez divisée en deux. Ça va donner quoi? Le projet A va sortir à minima en 12 mois, c'est-à-dire on double le délai, et le projet B va sortir également en 12 mois, on double le délai. Il n'y a strictement aucun intérêt à faire ça. La vision agile, c'est de dire, et ça relève complètement du bon sens, c'est si mon projet A est le plus prioritaire, je mets le focus dessus et je le sors en 6 mois. Et du coup, le projet B, lui, sortira en 12 mois de toute façon. Mais si on compare les deux démarches, dans la deuxième démarche, il y a un des projets qui sort plus tôt. Et c'est déjà ça de gagner. Si vous avez pris le soin de prendre le projet le plus prioritaire, c'est encore mieux. Juste, je vous donne une petite ficelle encore. J'ai parlé de version. Je peux imaginer que le demandeur du projet B ne souhaite pas attendre 12 mois. Dans ce cas-là, vous allez faire quoi? Prendre les deux backlogs de chaque produit, opérer un découpage en versions. Peut-être que vous allez livrer la première version du produit A en 4 mois et 4 mois de nouveau ou 3 mois pour la version 1 du projet B. Et du coup, on ne fera pas attendre les deux. Par contre, en synthèse, découper la vélocité de votre équipe en deux, ça n'a jamais été une bonne solution. Donc, pas de projet en parallèle. En fait, comme je l'ai dit à un moment donné, ce sont des travers, non, ce sont des habitudes qu'on a eues du cycle en V. Le cycle en V, comme je l'ai dit, l'équipe développe. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui spécifient? Ils sont sur un autre projet et ils sont en train de spécifier un projet que l'équipe de développement va récupérer plus tard. Pareil pour l'équipe de test, l'équipe de déploiement. On jonglait avec différents projets parce que c'était induit par le format cycle en V au départ. Dans un cadre agile, on bosse plus de cette manière-là. C'est tout le monde sur le pont et on favorise plutôt la réduction de ce qu'on appelait le time to market, c'est-à-dire focus sur un produit, le sortir le plus vite possible pour qu'il soit le plus vite possible sur le marché. Comment gérer les temps de correction des bugs dans la roadmap? Là aussi, il me semble que j'en ai parlé un petit peu. Je vais partir simple. Imaginons j'ai un seul produit. Après, on peut généraliser à plein de produits. J'ai un seul produit, une équipe. On va partir de zéro. On est en train de se traiter ce produit. L'équipe va traiter que ce produit. Imaginons à ce stade, il n'y a pas de maintenance puisqu'il n'y a que ce produit. On va se traiter ce produit, on va le livrer par exemple en 10 sprints. Dès qu'on va le livrer, on va passer à la V2 du produit. Mais on va faire la V2 du produit tout en encaissant les retours de maintenance du deuxième produit, de la première version. Et c'est là où j'ai parlé de réduire la voilure sur la vélocité, c'est-à-dire théoriquement on était parti sur 100, on réduit par exemple à 70 ou 60 pour laisser une bande passante pour ces bugs et ces retours terrain. Ok. Un product owner peut être aussi un développeur de la team. Alors ça, c'est contre nature. C'est contre nature. Alors ça arrive. Je dis pas que ça n'arrive jamais. Souvent, d'ailleurs, ça arrive chez les éditeurs parce que des développeurs qui sont là depuis un certain temps ont engrangé une richesse métier. Ils deviennent eux-mêmes product owner ou référents métier. Et de temps en temps, ils n'arrivent pas à lâcher la partie technique. Donc, c'est respectable. Maintenant, le métier doit rester le métier. C'est-à-dire, le métier doit donner des indications sur ce qu'il souhaite point de vue fonctionnel et laisser la liberté aux équipes de proposer des solutions. Je sais que pendant un moment, quelqu'un qui était technique peut rester encore au top techniquement, mais ayant vécu ça moi-même, à un moment donné, on est... excusez-moi le terme, largué. On est complètement dépassé par les nouvelles technos, les nouveaux produits, etc., etc. Et si on continue à proposer ou imposer des technos ou des architectures qui ne tiennent pas la route, c'est pas recevable. Dans l'absolu, et quelle que soit la méthode,
il y a une séparation des pouvoirs. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'Agile, on a Scrum Master pour la méthode, Product Owner pour le métier et équipe technique qui, je l'espère, regroupe un certain nombre de compétences, y compris ce qu'on appelle un tech lead ou un expert métier, un expert technique, pardon. Et ce sont à ces personnes-là que revient donc cette responsabilité de définir une architecture, de proposer des composants et des façons de développer. Voilà. Chief. Chief, c'est le Chief Product Owner. Donc, la comparaison entre le Product Manager oui, et c'est exactement ça. C'est une autre appellation. C'est dire, c'est effectivement, c'est la personne. Il y en a qui appellent ça Super Product Owner aussi. C'est-à-dire, c'est le Product Owner qui chapeaute toute une vision stratégique ou un portfolio qui regroupe un ensemble de produits. C'est bien ça. Et qui a le rôle de Product Manager. C'est ça. Ok. Voilà, c'était notre dernière question. Non, c'était pas notre dernière question. Non, pardon, excusez-moi. Je viens de relire la question. On peut revenir sur les bugs. Ouais. J'ai répondu à côté comment gère-t-on les bugs. Non, mais ça n'est une autre. Hein. C'en est une autre, d'accord. Ouais. Les bugs découverts pendant le sprint. Au fait, si tout le monde voit ce que c'est qu'un management visuel d'une équipe Scrum, on a les fameuses colonnes, ce qu'on appelle Scrum Board, backlog, affaires, en cours, test et fini. Le développeur a son ticket en cours. Quand il a fini son développement, je passe les détails, s'il y a de la revue de code, ce genre de choses. On va dire, j'ai fini, je suis développeur, j'ai fini mon travail et je l'ai testé moi-même. Je vais le positionner dans la colonne test, qui est sous la responsabilité du product owner et ou de la cellule de qualification de test. Eux, ils vont tester en cours de sprint, au fil de l'eau, bien entendu. S'ils valident, ils déplacent le ticket dans la colonne done, fini. S'ils ne valident pas ou s'ils rejettent le ticket, ils le ramènent tout simplement dans l'encours. Et quand ils le ramènent dans l'encours, ils vont tenir informer l'équipe de dev, que ce soit lors d'un daily ou autre, pour lui dire sur tel ticket, il y a eu un rejet pour telle raison, etc. Et à ce moment-là, le développeur concerné ou quelqu'un d'autre, parce qu'on peut corriger le travail de quelqu'un d'autre, va opérer le correctif, le retester de nouveau avant de le relivrer et on suivra exactement le même cheminement. Bien entendu, plus une équipe crée de bugs, moins elle a de vélocité. Il faut le savoir. C'est valable aussi pour ce qu'on appelle les régressions. Plus on génère de régressions, et plus, en fait, ça veut dire quoi bug ou régression? C'est que on va demander à l'équipe de passer un effort supplémentaire pour les corriger, les relivrer, etc. C'est de l'effort qu'on ne passera pas sur du produit, donc vélocité moindre. Ok, je crois qu'on n'a plus de questions. Benjamin nous remercie pour nos lumières, c'est surtout les tiennes de lumière. Merci à tout le monde pour votre participation. Voilà, merci et puis bon appétit. J'espère que vous allez passer une bonne journée. À bientôt. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà. Good. Ça va, il y avait de l'intérêt.